Cette chaîne est financée par son public via Tipeee. Rejoignez l'aventure. Et petit partenariat avec une librairie indépendante. Aujourd'hui, 18 avril, c'est le Superman Day. Et Urban Comics propose donc un tome collector de Superman, offert pour l'achat de 2 titres Superman. Malheureusement, j'ai pas de partenariat avec Urban, mais par contre, j'ai décidé de m'affilier à la librairie BD16 de Paris, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube que je vous recommande bien volontiers. Pour toute commande passée dans la semaine sur leur site d'un ou plusieurs titres Superman, je toucherai une petite commission. L'occasion pour vous de soutenir la chaîne et une librairie indé tout en profitant de l'offre du Superman Day. Attention, les quantités de la prime sont limitées et non garanties. Alors n'hésitez plus, commandez vite. Salut les gens, c'est le fils de Bulle. Superman est mon super-héros préféré. Et pourtant, c'est un personnage un peu démodé, souffrant d'avoir été le premier et donc d'avoir été largement surpassé en tout point depuis des dizaines d'années. Il faut que je m'habille en Superman avant que... Paie-nous d'un petit bonhomme. Ce n'est pas le héros qui propose les récits les plus intéressants, ni même celui qui propose la meilleure gamme de vilains. Et pourtant, je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo pourquoi ça reste mon petit préféré, et quelles lectures pourront, peut-être, vous persuader d'aller jeter un œil à ses aventures. Mais avant ça, je vais vous raconter une petite histoire. Générique. Oh, les beaux dessins que t'as fait des beaux dessins. Astérix, c'est pas l'Arche de Tobin. Lisez des BD, faites je ne sais quoi, mais... La BD n'est plus ce qu'elle était. Un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. J'ai horreur de ça. T'as envie de faire de la bande dessinée, t'en fais ça. Plouf, plouf, plouf. Du très grand art. Dans les années 60-70, Superman est un personnage ingérable et très dur à écrire. Parce que depuis sa création en 1933, il y a eu une foultitude d'épisodes, et que pour les besoins des histoires, Superman qui, avant, ne pouvait pas voler mais sautait seulement par-dessus les immeubles, avait la force d'un lutteur et pouvait courir aussi vite qu'un train, il est maintenant capable d'aller à 4 fois la vitesse de la lumière. Il est totalement invulnérable et il peut jongler avec des planètes. Avec un personnage pareil, c'est compliqué d'écrire des récits avec un tant soit peu d'enjeux. Au fil du temps, à mesure que Superman devenait de plus en plus abusé, les scénaristes ont dû contrebalancer en lui inventant des faiblesses. Et vu que Superman est débilement fort, ses faiblesses seront fortement débiles. La magie, les êtres venus de la 5e dimension, l'exposition à un soleil rouge, encore faut-il s'en procurer un, et bien sûr la très célèbre kryptonite. La kryptonite qui est un minéral radioactif issu de l'explosion de la planète Krypton. C'est un élément scénaristique inventé dans une émission radio et repris ensuite en comics. Ce minéral affaiblit Superman et peut même le tuer s'il reste trop longtemps exposé. Surutilisé, elle a fini par devenir un mème ridicule. C'est bien pratique et donc tous les bandits de Metropolis se baladent avec des morceaux de kryptonite. À croire qu'il pleut des cailloux aliens sur Metropolis tous les matins. C'est pour ça que le 5 novembre 1970, une nouvelle équipe créative propose la publication de l'arc Adieu Kryptonite. Un épisode dans lequel, suite à une expérience, toute la kryptonite de la planète se transforme en acier. Ce qui nous gratifie de cette superbe scène dans laquelle Superman mange un morceau de kryptonite en disant « ça manque de sel ». Ok. Cet épisode met aussi en scène le vol d'une partie des pouvoirs de Superman par un alien d'une autre dimension. Vol que Superman accepte pour éviter d'être corrompu par sa toute-puissance. Et ainsi, notre super-héros en slip finit l'arc sans sa faiblesse à la kryptonite, mais aussi plus faible qu'à l'accoutumée, rétablissant le statu quo avec un nouvel équilibre bien moins ridicule. Et oui, pour trouver des enjeux, il suffit de baisser drastiquement la puissance du personnage, et pas de lui trouver de nouvelles faiblesses sorties du cul d'un carmien. A noter que le scénariste nous raconte qu'après cet arc, il quitte la série et, je cite, « Sur la couverture suivant mon départ, l'homme d'acier balançait une planète. Ses points faibles étaient déjà oubliés. » Et oui, les scénaristes font ce qu'ils veulent. Retour au point de départ. Si je vous raconte ça, c'est pour vous dire que la puissance du personnage, la gestion de ses faiblesses et de ses enjeux, varie fortement selon la personne qui écrit l'histoire. Certains scénaristes veulent écrire des histoires avec un homme capable de plonger dans le soleil, et d'autres veulent écrire des histoires avec un homme fort qui se bat contre des enjeux plus psychologiques que physiques. Dans cette vidéo, nous allons donc explorer mes récits préférés de l'homme d'acier. La vérité étant que Superman, malgré tout ce que je vais dire dans cette vidéo, reste un personnage très mal desservi dont très peu d'auteurs ont réellement capté le potentiel. Donc on va parler principalement ici de récits hors série, ce qui est de toute manière un avantage, puisque vous pouvez les lire indépendamment de tout le reste. La vidéo est un guide de lecture, mais je vous réserve quand même une petite analyse de planche pour la fin, parce que je vous aime bien. Dans une ancienne vidéo, je comparais Superman et Hercule sur le plan de la temporalité interne des récits de bande dessinée. Allez la voir, c'est une super vidéo. Eh bien il se trouve que les deux personnages sont bien plus liés que vous ne pouvez le croire. D'une part parce que le film d'Hercule de Disney est lui-même une réécriture du mythe de Superman, et d'autre part parce qu'un des meilleurs récits de Superman est en quelque sorte une réécriture du mythe d'Hercule. Ce récit c'est All Star Superman de Grant Morrison, un auteur auquel j'adhère pas du tout, sauf dans ce cas précis.
All Star nous raconte la fin de Superman. Ou plutôt ce qu'il va accomplir avant de mourir. Je sais que c'est un peu étrange de commencer la vidéo par la fin, et soyez sûr qu'elle terminera par le début. C'est simplement que, quoi de mieux qu'une oraison funèbre pour mettre en lumière l'essence d'un personnage? Ici, Superman se voit empoisonné par la source même de ses pouvoirs, le soleil. Il ne lui reste plus qu'un an à vivre. Il va donc décider de mettre à profit le temps qu'il reste pour accomplir 12 exploits, qui seront autant de legs laissés en héritage à l'humanité. 12 travaux en 12 mois, si vous n'êtes pas trop mauvais en maths, vous devez avoir compris que ça fait un exploit par mois. Et puisque l'œuvre est composée de 12 chapitres, vous comprendrez facilement de quelle manière l'ouvrage est structuré. C'est logique. Eh ben, vous avez tout faux. Ce serait trop facile et Dieu l'inexistant sait que Morrison n'est pas un auteur facile. La particularité de l'auteur dans le monde des comics tient en 2 mots, charabia et recyclage. Charabia parce que Morrison est connu pour concevoir des scénarios alambiqués avec des découpages assez obscurs. Rassurez-vous, c'est moins le cas ici. Et recyclage parce que l'auteur aime bien mettre à jour des concepts hérités de l'âge d'argent des comics, une époque dans laquelle les comics étaient remplis d'idées loufoques qui paraissent obsolètes aux lecteurs d'aujourd'hui. Il faudra donc accepter de voir Superman forger des soleils miniatures sur une enclume cosmique pour nourrir un solarivore, ou bien synthétiser des produits chimiques extraterrestres qui rendent parano, voire concevoir un costume sur sa super machine à coudre aux aiguilles en diamant. Oui, ça n'a aucun sens, mais ça fait totalement partie du plaisir. Parce que c'est pas simplement que Superman est trop fort, c'est aussi qu'il sait tout faire. Coudre des vêtements, construire des super robots, fabriquer une potion qui donne des super pouvoirs, combattre un super soleil envahisseur, créer la vie, voire même trouver le remède contre le cancer. Le Marissou ultime. All Star exploite avec assurance la toute-puissance de Superman. Il est finalement ici plus un dieu qu'un véritable super-héros. Il est totalement le cliché qu'on a de lui quand on le connaît de loin. Seul défaut, trop fort. C'est d'ailleurs pour ça que Luthor le déteste, parce que Superman est trop fort alors qu'il a rien fait pour le devenir. Alors que Lex, lui, il a dû travailler sur son corps, sur son esprit. Luthor est au maximum de ce que peut accomplir l'humanité. Il a consacré sa vie à devenir la meilleure version de lui-même et tout le monde s'en fout, parce qu'il y a un dieu en slip qui vole dans les airs. Et c'est justement l'une des thématiques développées dans ce récit. Qu'aurait pu accomplir Luthor s'il avait eu les pouvoirs de Superman? Plus encore, que pourrait accomplir un homme avec les pouvoirs de Superman? Est-ce qu'on en aurait fait autant? Parce que être fort, être le plus fort, c'est pas suffisant pour être quelqu'un de bien. C'est pas suffisant pour être Superman. Ce qui fait Superman, c'est pas la toute-puissance, c'est ce qu'il en fait. Et cette BD en parle parfaitement bien. On a vu dans l'introduction que souvent les scénaristes avaient du mal à trouver des obstacles à la hauteur du personnage, tellement on peut en faire tout et n'importe quoi. Mais on peut aussi faire des choses intéressantes en partant justement du postulat que Superman est beaucoup trop fort et qu'il gagne tout le temps. C'est ce que nous propose mon scénariste préféré, et qui est Tom King, dans Superman Up to the Sky. Ici, Superman confie la protection de la Terre à la Justice League, le temps d'aller sauver une petite fille. Une petite fille qui s'est fait kidnapper par un mystérieux vilain. Une petite fille qui est maintenant abandonnée à elle-même au fin fond de l'espace, avec comme seule lueur d'espoir la certitude que Superman va venir la sauver. Et alors que n'importe quel autre scénariste que Tom King aurait profité de Speech pour nous raconter une enquête passionnante à travers l'espace, avec un Superman voguant d'indice en indice, interrogeant les criminels et se bastonnant avec des myriades d'aliens, et ben Tom King n'en fait rien. À vrai dire, ce que raconte le bouquin n'a quasiment aucun rapport avec le pitch. On va simplement voir Superman affronter diverses situations et s'en sortir parce que c'est Superman. Genre faire la course contre Flash, participer à la Seconde Guerre mondiale ou manger du Cosmo Mammouth. C'est délicieux. Et oui, ça n'a aucun rapport avec la petite fille. Enfin si. En fait, on s'en fout tellement de cette histoire qu'on verra même pas la tête du super vilain du jour, tellement c'est pas important. Up to the Sky est plutôt une méta-réflexion sur le personnage de Superman. Le fait est que Superman va gagner, il va sauver la fillette. Si ça c'est un spoil pour vous, allez vous faire soigner. Le véritable enjeu est ailleurs, et il est paradoxal. Pourquoi Superman gagne tout le temps? Pourquoi il n'y a pas de surprise? Et pourquoi, justement, c'est pour ça qu'on l'aime. Et faire un bouquin autour de cette thématique, c'est pas évident. Dans les faits, chaque chapitre est un défi que Superman doit relever pour atteindre la fillette, et chacun de ces défis est une exposition plus ou moins subtile de qui est Superman. Il va battre Flash à la course parce que c'est Superman. Gagner la guerre même sans l'aide de ses pouvoirs parce que c'est Superman. Sauver le monde alors qu'il est même pas là parce que c'est Superman. C'est mon récit préféré sur le personnage. Donc, si vous hésitez en librairie devant la nouvelle collection Urban Nomad, prenez Up to the Sky. Mais si Superman est si fort, alors pourquoi il fait rien? C'est vrai ça. Ok, il veut pas tuer, ça serait trop facile, tout ça. Mais alors, pourquoi Superman avec ses pouvoirs ne fait-il rien pour arrêter la fin dans le monde? Il suffirait qu'il plante des graines à la vitesse de la lumière, qu'il arrose les plantes tout aussi vite et puis qu'il fasse des livraisons toute la journée. En soi, il pourrait le faire. Bon, il aurait plus vraiment de vie, mais techniquement, c'est faisable.
Et puis de toute façon, c'est une idée qui a été justement exploitée par Paul Dini et Alex Ross dans Superman Paix sur Terre. Alors je dois bien vous avouer ne pas être un grand fan d'Alex Ross en règle générale. Il fait de la peinture très réaliste et ok c'est beau et techniquement impressionnant mais c'est assez figé. Et ses scénarios sont aussi assez rigides en plus d'être un peu quelconques. M'en voulez pas, on peut être potes quand même. Enfin bon, pour le coup dans Paix sur Terre j'ai pour une fois vraiment apprécié son trait. Et ce en grande partie à cause du format. Car Paix sur Terre n'est pas vraiment un comics au sens où on l'entend. Moi, ce à quoi ça me fait penser, c'est à quand j'étais petit et que je lisais des albums de Martine ou bien de Caroline et ses amis. Avec seulement quelques lignes de texte et ces dessins figés dans lesquels je me perdais. Ces dessins qui ont une ambiance si particulière, une ambiance à l'ancienne, qui me ramène très loin en arrière. Et justement, comme je l'ai dit dans une ancienne vidéo, Superman est pour moi lié à un plaisir infantile, à quelque chose d'un peu régressif. J'ai donc un double plaisir à la lecture de Paix sur Terre. Déjà, c'est une histoire pertinente et un peu méta sur Superman. Et ensuite, ça me plonge dans une profonde nostalgie. Je pense sincèrement que si je l'avais lu à l'époque, c'est une œuvre qui aurait eu un immense impact sur ma perception des choses. Un truc que j'aurais relu encore et encore. Et ce qui est fou, c'est qu'en le lisant aujourd'hui, j'arrive parfaitement à ressentir ce que j'aurais ressenti gamin. Donc voilà, c'est une œuvre que j'aime beaucoup. Quant à l'histoire, elle raconte que Superman décide du jour au lendemain d'éradiquer la faim dans le monde. Et s'il est techniquement en capacité de le faire, il va se retrouver confronté à des choses qui le dépassent, comme la géopolitique, les mouvements de foule ou bien le désespoir. Et surtout, il va se rendre compte que même lui ne peut pas changer le monde. Que même s'il contraint les hommes à vivre en paix ensemble et à partager leurs ressources, tout ce qu'il aura construit s'effondrera dès lors qu'il aura le dos tourné. Parce que c'est pas le monde que Superman doit changer, mais les hommes, en devenant un exemple, un symbole d'espoir. En apprenant aux hommes à devenir meilleurs et à aider leurs prochains. Et ça, putain, c'est l'essence même de Superman. Et à la fois cette force surhumaine incapable de résoudre les problèmes du monde, cette culpabilité et ce désir d'aider, cette bonté qui finalement reste le plus grand super pouvoir de notre surhomme. Superman, au fond, c'est un peu le Christ des athées. Et moi je veux y croire. Superman c'est le combat contre la maladie et pas contre les symptômes, à l'inverse de Batman. C'est pour ça que je préfère le slip rouge au slip noir. Et bonjour à tous et à toutes, moi c'est Maxime avec un Y, je parle de BD sur les réseaux et le fils de Vul m'a gentiment invité à venir vous parler de Kingdom Come. Kingdom Come donc c'est une mini-série en 4 parties publiée en 1996. On se retrouve dans un futur alternatif où les super-héros traditionnels, Batman, Superman et Wonder Woman, ont pris leur retraite pour laisser la place à des super-héros plus jeunes, plus imprévisibles et plus violents. Une catastrophe nucléaire provoquée par ces jeunes héros dans le Kansas incite Superman à sortir de sa retraite pour restaurer les valeurs héroïques d'antan. Pour remettre la BD dans son contexte, les années 80-90 aux États-Unis ont vu l'émergence d'un climat de désillusion envers les institutions marqué par des événements tels que le scandale du Watergate, la guerre du Vietnam et la fin de la guerre froide. Et cette perte de confiance dans les institutions, elle se reflète dans la manière dont sont présentés les super-héros. Fini les super-héros infaibles et altruistes, placez des figures plus sombres, plus ambivalentes, parfois violentes. Et Kingdom Come, il s'inscrit parfaitement dans cette mouvance, tout en la critiquant. Là où des œuvres comme Watchmen ou Dark Knight Returns déconstruisent l'héroïsme ou radicalisent la figure du justicier, Kingdom Come choisit un autre chemin. Il oppose à cette violence gratuite une sorte d'idéalisme nostalgique porté par Superman. L'œuvre dénonce les dérives d'un univers super-héroïque devenu cynique et rappelle que l'espoir, la responsabilité et l'humanité sont au cœur de ce que devrait être un héros. Mark Waid va même aller jusqu'à symboliquement redesigner le logo de Superman pour passer d'un jaune éclatant à un noir beaucoup plus sombre pour marquer la gravité du moment. Le récit est en partie raconté par Norman McKay, un pasteur vieillissant chargé d'assister à l'apocalypse à venir. Et là encore c'est génial parce que le narrateur atypique va venir donner à la BD une profondeur mythologique et spirituelle. À travers lui, Kingdom Come interroge la foi, le sens moral, la transmission des valeurs, mais aussi la manière dont la société est riche et figures héroïques au rang de Dieu. Et faut qu'on en parle aussi, ces héros prennent vie grâce au dessin d'Alex Ross. Ces illustrations réalistes, quasiment photographiques par moments, elles confèrent à l'histoire une aura sacrée. Chaque case ressemble à une peinture religieuse et chaque personnage a l'air comme figé dans une icône. En résumé, Kingdom Come, c'est Superman qui sort de sa maison de retraite parce que des jeunes héros ont décidé de régler des problèmes internationaux en lançant des bombes et en appelant ça la paix. Donc c'est une BD d'actualité. Il y a un reproche qu'on pourrait faire aux histoires de super-héros, et en particulier à celle de Superman. C'est que ce sont des histoires fantasmées qui n'ont aucun rapport avec notre vie intime ou politique. Des histoires qui nous font régresser. Umberto Eco parlait déjà du danger de Superman, en ce que l'homme en slip était le symbole même du surplace. Superman ne règle que des problèmes abstraits. Il combat des invasions aliens, des super-criminels, mais il modifie pas le monde qu'il protège. Pire, c'est un agent du capitalisme. Il protège les banques, la propriété privée, mais pas les travailleurs.
Enfin, il le faisait dans les tout débuts du comics, mais les scénaristes ont vite abandonné l'idée, puisqu'un personnage qui évolue, qui fait évoluer son monde, c'est un personnage mort. Ça, on en avait déjà parlé dans notre vidéo sur le paradoxe de Superman. Si on sort un peu du côté méta pour s'interroger sur le personnage en lui-même, on peut quand même se poser une question. Superman n'est-il pas un peu déconnecté de l'humanité ? Je veux dire, ok, quand Brainiac essaye de mettre Metropolis en bouteille ou quand Darkseid vient envahir la planète, Superman est là pour sauver la situation. Mais c'est un genre de dieu qui combat d'autres sortes de dieux. Sauf que nous, on a des problèmes un peu plus concrets que ça. Ou plutôt des problèmes plus terre-à-terre que ça. Genre l'affaire Mazan, la violence intrafamiliale, la dépression, la fermeture des usines, des trucs comme ça. Et on peut s'imaginer, sans trop s'égarer, que les habitants de la Terre que protège Superman ont aussi ce genre de problème. Je veux dire, le capitalisme, le patriarcat, le racisme systémique, y a aucune raison que nous on y ait droit et pas eux. Pour nous, on a capté que Dieu n'existait pas plus que le karma, donc on peut compter que sur nous-mêmes. Mais eux, ils ont Superman, alors pourquoi rien ne change ? Eh bien, il y a un comics qui explore cette question. Superman est en partie combattre des aliens dans l'espace et il a dû abandonner un temps la planète, laissant l'humanité sans son super secours. Et cette humanité, elle lui en veut. Parce qu'il s'est passé des choses pendant qu'il faisait joujou dans l'espace. Des choses banales, certes, et des choses quotidiennes, mais des choses qui auraient pu être évitées s'il avait été là. Ce comic, c'est Superman à terre. Dans cet arc, Superman décide pour se racheter de traverser les États-Unis à pied, histoire de se reconnecter au peuple qu'il prétend protéger. Oui, parce que les États-Unis, c'est toujours le monde entier, ça change pas. C'est pas une aventure dénuée de défauts, notamment parce que les scénaristes finissent par inventer un nouveau super méchant histoire de créer de l'enjeu, alors qu'il n'y en avait pas vraiment besoin vu le thème. C'est un peu contre-productif. Mais ça reste malgré tout un comics auquel je suis très attaché, et qui nous propose des scènes qu'on ne reverra jamais nulle part. Car ici, Superman combat le trafic de drogue dans un quartier résidentiel, discute avec une jeune femme qui veut se jeter du haut du toit d'un immeuble, il lui offre une oreille attentive qu'elle n'a jamais eue, il sauve un petit garçon des griffes de son père, et tout un tas d'autres petites actions, qui paraissent ridicules à son échelle, mais qui sont grandes pour la nôtre. C'est un comics qui nous montre ce que pourraient donner des histoires de super-héros plongés dans un monde plus familier, mais aussi à quel point ce seraient des histoires difficiles à écrire. Quoique. C'est aussi le comics qui montre le mieux, je pense, l'intérêt d'un personnage imaginaire comme Superman pour le monde réel. C'est-à-dire à la fois une porte de sortie par l'imaginaire, histoire de fuir un peu la réalité, de rêver un monde dans lequel tout serait plus facile, et à la fois un exemple à suivre, un idéal, celui d'une bonté sans pareil, l'amélioration du monde par des considérations altruistes, et le sacrifice de soi pour les autres. Car ce n'est pas parce que Superman n'existe pas que Superman n'existe pas. Je suis de 143. Dernière nouveauté en date chez Urban Comics à propos de Superman, sorti début avril, voici le très étrange Superman Space Age. Superman Space Age. Bon, notez mon accent sur 20 en commentaire. Space Age, c'est un peu le mélange entre All Star, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et Génération. Vous savez, les comics dont je vous ai parlé dans l'autre vidéo sur Superman. C'est en gros une réécriture de Superman dans les années 60, en pleine guerre froide. Les super-héros vont avoir 3 problèmes majeurs à régler. La hausse de la criminalité, l'accélération de la course à l'armement nucléaire et une petite prophétie de fin du monde. J'ai eu peur au début que ce récit ne soit qu'une énième itération du personnage dans un contexte un peu gadget. En général, ça donne des récits que les fans aiment bien, mais que je trouve personnellement bien peu inspirés, ne racontant pas grand chose. Comme Gotham Bas Gaslight avec Batman pendant l'exposition universelle, Batman City of Madness avec Batman dans l'univers de Cthulhu, Batman First Night avec Batman à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, ou tout un tas d'autres récits inutiles. Il manque encore Batman à la plage, les vacances de Batman ou encore Batman fait des crêpes. Enfin bon. Ici, le scénariste Mark Russell a bien un plan en tête. Il cherche à nous interroger sur l'intérêt des super-héros et ce, sur plusieurs niveaux. Les super-héros sont-ils vraiment utiles en tant que vigilants ? À quoi ça sert dans le fond d'aller tabasser des petites frappes dans les rues de Metropolis ou de Gotham ? Si vous êtes un peu gauchisant, vous avez sans doute déjà une partie de la réponse dans un coin de votre tête. Bien sûr que c'est plutôt sympa que des gens en costume nous protègent des voyous, des cambrioleurs, des assassins et du reste. Je veux dire, personne ne rêve de se faire agresser en sortant de chez soi ou même directement chez soi d'ailleurs. Mais c'est comme mettre un pansement sur une plaie ouverte, ça règle pas le problème de fond. On n'éradique pas le crime en tapant sur les criminels. On l'éradique en éliminant les causes structurelles qui poussent les gens au crime. Et pour ça, mettre des collants et un masque, c'est pas forcément très utile. Peut-être faudrait-il au contraire mettre bas les masques et aller combattre sur le terrain politique, ou industriel, pharmaceutique, immobilier, bref. Il faut politiser les super-héros. Je vous laisserai juger de l'interprétation du Joker dans ce comics d'ailleurs, ainsi que du rôle de Batman lui-même. Et ensuite, qu'est-ce qu'un vrai héros ? Jusqu'où Superman sera-t-il prêt à aller pour protéger les humains ? Car c'est de ça dont il s'agit au fond dans cette histoire, de l'amour de l'humanité. Enfin pas vraiment de l'humanité en tant que concept,
Plutôt des humains, des humaines en tant qu'individus, de la valeur des vies de chacun et chacune d'entre nous, chose dont la plupart des comics de super-héros se foutent royalement. Réfléchissez-y. Dans les films ou les comics, quand est-ce que les super protègent vraiment les gens? Je sais que c'est un peu étrange de terminer la vidéo par le début des aventures de Superman, mais étant donné la chronologie interne des récits de super-héros, qui n'a elle-même aucun sens, c'est relativement raccord que je fasse n'importe comment moi aussi. Bon, des origines story de Superman, c'est pas ça qui manque. L'origine de Superman, c'est 80% des histoires intéressantes sur le personnage et ce qui se vend le plus. Bon, le problème du coup, c'est qu'il y en a un petit paquet. Parmi les plus appréciés, il y a celle du run de Jeff Jones sur Super Slip, le très apprécié Superman pour chaque saison de Lub, le très accessible Superman Terrain, la refonte des origines de Mark Waid ou encore le très estimé Superman Identité Secrète, même si en vrai, il compte pas vraiment. Tous ces points d'entrée, même si certains ne déméritent pas, ils sont loin d'avoir une place de choix dans mon cœur. En réalité, mon choix à moi, si vous deviez lire une origine de Superman, ce serait Superman American Allied de Max Landis. Pour deux raisons. Premièrement, c'est l'origine la plus humaine du personnage, la moins artificielle. Et secondement, parce qu'elle possède quelques moments de génie dont je vais vous parler dans quelques minutes. Juste avant, je vous cadre le contexte. Ce récit nous présente les débuts de Clark en tant que Superman. Il est divisé en 7 chapitres, nous présentant chacune une période de la jeunesse ou de la genèse du personnage. Quand il est petit, enthousiaste à la découverte de ses pouvoirs, adolescent, quand il utilisera pour la première fois ses pouvoirs pour, disons, punir le mal, puis sa rencontre avec Luthor, Batman, les femmes, son public, avec toujours en trame de fond une interrogation sur son rapport à l'humanité, malgré ses pouvoirs et son statut d'étranger. La confrontation entre son désir d'être libre, de profiter de ses pouvoirs pour lui-même, et ses responsabilités de super-héros. Bref, je vous laisserai découvrir, c'est une chouette lecture. Et c'est dans ce récit que se trouve la planche dont je voulais vous parler. Celle de l'origin story du Parasite, un super vilain emblématique du personnage qui est capable de drainer l'énergie des autres pour se renforcer lui-même. C'est une scène qui nous propose l'exploit de raconter l'origin story de ce vilain en une seule planche totalement muette. Pour ça, le scénariste Max Landis et son dessinateur Steve Dillon ont choisi un gaufrier de 3/4. Ça leur permet de diviser la vie du protagoniste, Rudy Jones, en 4 périodes marquantes. Premièrement, sa jeunesse, durant laquelle il a développé une maladie grave. Deuxièmement, sa vie de jeune adulte, dans laquelle il trouve du réconfort dans la drogue. Troisièmement, sa descente aux enfers, quand il devient cobaye d'une entreprise pharmaceutique. Et finalement, sa transformation en un super vilain. Simple, efficace. Mais si c'était que ça, je me serais pas attardé dessus plus que ça. Non. L'intérêt, c'est que si ces bandes horizontales racontent sa vie de façon chronologique, eh bien les bandes verticales, elles racontent sa vie de façon thématique. La première bande nous présente tout simplement le contexte, là où le personnage est dans sa vie. C'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. À ceci près que la dernière case crée une rupture. C'est la seule du lot qui nous cache volontairement le visage de Rudy, ce qui ne présage rien de bon pour la suite. La seconde va encore plus loin. D'abord, elle nous montre Rudy enfant se faisant soigner d'une maladie inconnue à coups de sérum injecté par le biais d'une seringue. Puis, adolescent en train de se piquer dans les toilettes d'une soirée. C'est comme si Rudy répétait dans sa vie de grand ce qu'il avait vécu dans sa vie de gosse, comme une sorte de malédiction. Ensuite, on peut voir Rudy se faire piquer le bras. Cette fois, non pas pour se faire soigner ou pour se shooter, mais tout simplement parce qu'il est dépendant et qu'il est prêt à offrir son corps au plus offrant pour obtenir de quoi s'acheter une nouvelle dose. Sur la dernière case, à nouveau une rupture. Il n'est plus question de piqûre, il est question de meurtre. Rudy aspire l'énergie vitale de son docteur. Cette case entre en résonance avec celle de gauche, dans laquelle le visage de Rudy nous était caché. D'abord on nous cache son visage, puis on nous montre celui de sa victime. Enfin il y a la troisième bande verticale. Ici il est question justement de représentation du visage. D'abord une photo de Rudy enfant, innocent et heureux, enfermé dans un cadre, puis Rudy mal en point photographié cette fois dans un poste de police. Il a déjà chuté d'un point de vue moral. Ensuite, Rudy nous est présenté dans un état cadavérique, photographié dans le cadre d'une observation médicale. Enfin, le nouveau visage de Rudy, qui était caché dans les cases de gauche, nous est finalement révélé, bien différent de ce qui nous était proposé dans la bande verticale. A noter d'ailleurs que cette dernière case n'est pas une photographie, mais un moment filmé par une caméra, comme si la vie de Rudy commençait à ce moment-là, comme s'il sortait grâce à ce nouveau visage d'une forme d'immobilisme. Il est désormais prêt à agir. Je trouve cette planche particulièrement puissante, car elle parvient à raconter beaucoup de choses à l'aide uniquement des outils de la bande dessinée et de rien d'autre. C'est une planche qui a du sens, à la fois par une lecture classique horizontale bande par bande, mais aussi une planche qui prend encore plus de sens à travers la verticalité que permet la bande dessinée. Voilà, c'est la fin de notre petite excursion dans le Superverse. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller tenter quelques récits du plus connu des super-héros.
C'était une petite vidéo en attendant celle sur Scott Pilgrim, qui devrait arriver le mois prochain a priori. N'hésitez pas à soutenir financièrement la chaîne si vous voulez qu'elle perdure dans le temps. J'ai fait le choix de produire moins cette année pour produire mieux. Ça va commencer avec Scott, et je vous spoil pas pour le reste. J'espère sincèrement que ça vous plaira. N'hésitez pas à mettre la main au porte-monnaie. Je vous rappelle que le Fils de Bulle est une des seules chaînes de fond sur la BD. À part moi, y a personne. C'est à vous de voir. Je vous laisse avec un petit texte extrait d'American Alien. Une question qui devrait vous intéresser. Qui est le plus réel? Vous ou moi? La réponse est évidente, me répondrez-vous. Sauf que non. Combien de personnes connaissent votre nom? Une centaine, un millier, 5000? Combien de personnes sont capables de vous reconnaître en voyant votre visage? Moins que vous pensez, je parie. Des millions de personnes connaissent mon nom. Des millions de personnes ont vu mon visage, dont la moitié sans doute sont déjà mortes. Et je suis toujours là. Oh, j'ai sans doute pas de corps physique comme vous. Mais suis-je moins réel pour autant? Les idées ne peuvent pas agir? C'est faux. Les idées poussent à l'action. Nous sommes des dieux, vous n'êtes que des marionnettes. Tant qu'il restera l'un d'entre vous, nous vivrons par centaines. Quand vous repenserez à moi dans une minute ou une heure, un jour, un mois ou un an, je revivrai. Et je suis pourtant absolument certain que je ne penserai jamais à vous. C'est n'importe quoi, bien sûr, mais c'est une question intéressante.